Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de ce mercredi 30 mai. Voici les titres. Le Conseil des ministres présidé ce mercredi par le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est penché sur les examens à grand tirage. Des dispositions ont été prises pour une meilleure organisation. Par ailleurs, le gouvernement a fixé le prix du kilogramme de coton à 265 francs CFA. L'ancien directeur général du FMI, Michel Kandessu, en visite en Côte d'Ivoire, s'est rendu aujourd'hui au Conseil économique, social, environnemental et culturel. L'ancien DG du FMI est allé s'imprégner de l'organisation et du fonctionnement de l'institution dirigée par Charles Kofi-Dibi, avec qui il a échangé. De jeunes Ivoiriens partis de rien sont aujourd'hui cadres dans les institutions financières internationales. Ils se positionnent de plus en plus à la Banque mondiale ou au FMI. Mais comment sont-ils arrivés là? Quel est leur parcours? Nous irons à leur rencontre à Washington. Le journaliste dissident russe Bachenko est bel et bien vivant. Il n'est pas mort, comme il a été annoncé hier en Ukraine. Il est apparu à Kiev ce mercredi. Les autorités expliquent avoir mis en scène son meurtre pour déjouer un assassinat. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous commençons tout de suite par le palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres. Le conseil s'est penché sur les examens à grand tirage qui démarrent la semaine prochaine. Des dispositions ont été prises pour une meilleure organisation. Par ailleurs, le gouvernement a fixé le prix du kilogramme de coton à 265 francs CFA pour la campagne 2018-2019. Jérôme Kofi Abolin. Les examens scolaires à grand tirage, session 2018, c'est pour bientôt, précisément à compter du mois de juin prochain. Les dates de déroulement du CEPE, du BEPC et du BAC, ainsi que celles des résultats de ces différents examens, sont connues. Le Conseil des ministres ce mercredi en a fait l'objet d'une communication. En ce qui concerne le CEPE, épreuve écrite le mardi 5 juin, proclamation des résultats le samedi 16 juin. Le BEPC, épreuve orale du mercredi 6 au samedi 9 juin, épreuve écrite du mardi 12 au jeudi 14 juin, proclamation des résultats le mardi 3 juillet. En ce qui concerne le baccalauréat, donc les épreuves orales auront lieu du mercredi 19 au vendredi 29 juin 2018. Les épreuves écrites du lundi 2 au vendredi 6 juillet 2018. La proclamation des résultats sera faite le mardi 24 juillet 2018. Il faut dire que cette année, c'est 1 214 831 candidats qui vont se présenter et ils vont concourir dans 3160 centres. En ce qui concerne le CEPE, nous avons 534 700 candidats, le BEPC 400 326 candidats, le BAC 256 476 candidats. Au cours de cette réunion hebdomadaire présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, il a été aussi question de la campagne du coton pour la période 2018-2019. Le lancement de cette campagne est prévu le 1er juin. Le prix du kilogramme du coton graine premier choix à cet effet est fixé à 265 francs CFA. Pour la campagne 2018-2019, sur proposition du Conseil du coton et de l'anacarde, le prix d'achat du coton aux producteurs a été fixé à 265 francs CFA par kilo, en ce qui concerne le coton graine de premier choix, et à 245 francs CFA par kilo, en ce qui concerne le coton graine deuxième choix. Ces prix sont stables comparés à ceux de la campagne précédente. Les projections de production pour la campagne 2018-2019 indiquent une production de 442 800 tonnes pour un rendement moyen autour de 1200 kg par hectare. Et ces projections permettent de confirmer la dynamique positive observée dans la filière depuis quelques années. Par ailleurs, la mise en place effective du fonds de lissage et du soutien du prix aux producteurs, dont le processus est en cours, devrait permettre d'atténuer les variations des revenus des acteurs, notamment ceux des paysans producteurs. Également au menu de cette session, la situation du Centre de recherche agronomique, en abrégé CNRA. Une situation qui nécessite un plan de relance de cette structure
conformément aux recommandations de la mission du groupe de travail mise en place le 3 janvier dernier. Face aux difficultés d'ordre structurel et budgétaire que connaît ce centre, le CNRA, le Conseil a adopté un plan de relance afin de remettre durablement cette structure au service du développement de l'agriculture et de l'économie nationale. Ce plan de restructuration est articulé autour de l'assainissement financier du CNRA. À ce titre, on peut mentionner que le gouvernement prévoit une contribution exceptionnelle de 3,171 milliards de francs CFA en 2018, mais également autour de la transformation du centre, du CNRA, en une société d'État, une société à participation financière publique majoritaire. Ce plan, prévu pour couvrir une période de 5 ans, permettra notamment de sécuriser le patrimoine foncier du CNRA, estimé à plus de 27 000 hectares à ce jour, de restructurer son actionnariat, de valoriser ses chercheurs, de même que les résultats de la recherche effectuée par ce centre. À noter pour terminer, le projet de décret rendant obligatoire l'enrichissement de la farine en fer et acide folique, de l'huile en vitamine A et du sel alimentaire en iode. En prenant une telle décision, le Conseil entend lutter efficacement contre les carences alimentaires. Ils ont été nommés en avril 2018 dernier. Les 19 membres du comité de suivi de la réforme fiscale ont été installés ce mercredi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce comité composé d'experts en fiscalité vont examiner les propositions contenues dans le rapport de la commission de la réforme fiscale de 2014, réforme qui vise, je rappelle, à améliorer les différents points de l'année fiscale par consensus. Francis Boifo. Le gouvernement et le secteur privé veulent mutualiser leurs forces pour trouver des solutions aux préoccupations fiscales en tenant compte des contraintes respectives. L'installation du comité de suivi de la réforme fiscale en est la preuve. Nous souhaitons que notre pays ait davantage de ressources fiscales pour mettre en œuvre une politique de développement social des plus hardis. Maintenant, effectivement, le Premier ministre l'a également bien indiqué, un taux de pression fiscale plus important ne veut pas dire une fiscalité plus lourde pour les entreprises. Peut-être qu'une fiscalité plus légère peut, dans une certaine mesure, permettre d'élargir l'assiette. Le secrétaire général chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, assure la présidence de ce comité composé de 19 membres. Ils sont invités notamment à examiner en vue de les adapter aux évolutions récentes de la situation économique, des propositions de mesures contenues dans le rapport de la Commission de réforme fiscale, à proposer les modalités de mise en œuvre des dites mesures et d'en assurer donc le suivi, examiner la conformité des recommandations de la Commission de réforme fiscale avec les orientations du gouvernement et préparer les actes de réforme. Le Premier ministre demande aux membres du comité d'accélérer les travaux dans un contexte de préparation de l'année fiscale 2019. La finalité recherchée dans la mise en œuvre des réformes fiscales est de permettre à l'État d'avoir un système fiscal simplifié, prévisible et qui contribue à améliorer le taux de pression fiscale tout en favorisant le développement du secteur privé. Cet objectif deviendra une réalité si nous arrivons à optimiser les niches d'approfondissement existantes, à élargir la base d'imposition, à réduire les possibilités de fraude et à créer les conditions d'un développement de long terme de notre économie dont le potentiel reste unanimement reconnu. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, salue le dialogue franc instauré entre l'État et le secteur privé, permettant à la Côte d'Ivoire de se développer. Et toujours au chapitre économie de ce 20h, l'ancien directeur général du FMI, Michel Condessu, en visite en Côte d'Ivoire, s'est rendu aujourd'hui au Conseil économique, social, environnemental et culturel. L'ancien DG du FMI est allé s'imprégner de l'organisation et du fonctionnement de l'institution dirigée par Charles Kofi Dibi, avec qui il a échangé. Le reportage est signé Sidonie Davila. En se rendant ce mercredi matin au Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), le président honoraire de la Banque de France et ancien directeur général du Fonds monétaire international, Michel Condessus, avait un objectif:
comprendre le fonctionnement du SESEC. Le président Charles Kofi Dibi s'est lui-même prêté à l'exercice en expliquant le rôle de son institution. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel entend jouer pleinement sa partition dans le processus de développement de notre pays en accompagnant les réformes et la politique économique et sociale conçues par le président de la République et mises en œuvre par le gouvernement. Michel Candesus a salué les efforts de l'institution pour le développement du pays. Je quitte cette réunion avec la certitude que la Côte d'Ivoire sera véritablement équipée d'un organisme de conseil qui assurera le tri des meilleures idées à réaliser. L'ex-directeur du FMI, Michel Candesus, était accompagné de l'ex-ministre du Budget, Abdourahmane Cissé. Et à force de travail, ils auront certainement des carrières tout aussi brillantes que celles de Michel Candesus. Partis de rien, ils sont aujourd'hui cadres dans les institutions financières internationales. Eux, ce sont des jeunes Ivoiriens qui se positionnent de plus en plus à la Banque mondiale et au FMI. Mais comment se sont-ils retrouvés dans ces institutions? Quel est leur parcours scolaire? Et surtout, comment s'organisent-ils pour faire entrer d'autres Ivoiriens dans ces banques? Élément de réponse dans ce dossier de Michel Digré qui revient des États-Unis d'Amérique. Je viens d'une famille assez modeste. Voilà, moi je suis né et grandi au village, donc ça n'a pas été tout donné. On s'est dit automatiquement, ils sont des enfants de grands types, ils ont des relations par-ci, par-là. Je ne vais pas aller sur cette lancée-là parce que moi j'ai commencé à l'école primaire publique, Sojifia 6, terminus 40. Je fais l'école primaire dans un village, à Sikansi, et me retrouver à la suite à Harvard et par la suite rentrer au Fonds monétaire. C'est un long parcours. Un long parcours pour Gomez, Vincent et Emmanuel. Ils écrivent aujourd'hui une autre page de leur histoire dans les institutions de Bretton Woods à Washington. Cadre au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale, pour eux, le rêve américain est devenu une réalité. Il faut avoir la vision ou bien le rêve. La deuxième chose, il faut avoir la stratégie. Comment tu fais pour y arriver? Quand je suis né à Washington DC, je passais devant ces deux institutions-là et je rêvais à ça chaque jour. Pas que je dormais, mais rêver debout, ça dit quoi? Ça dit que je me dis, hey, un jour je pourrais rentrer par là. Et quand je suis rentré, c'était extraordinaire. Pour dire que rien n'est impossible. Oui, Vincent. Yeah, bonjour. Bonjour. Voilà, je suis en train de travailler sur les données là. Vincent est gestionnaire de données au département de statistique au FMI depuis 2016. Mais pour intégrer ces institutions financières, Vincent et ses amis ont dû glaner d'autres diplômes après leur cursus universitaire en Côte d'Ivoire. J'ai commencé le master en statistique en 2010. Et ça m'a permis aussi d'être recruté en tant que graduate fellow. Et il faut rappeler que nous étions deux dans notre université. Je me disais qu'il fallait forcément que je parte faire une formation à l'international. Je me souviens que cette année-là, j'ai eu 4 bourses. Donc je suis allé au Japon, c'était une très belle expérience. Chaque système a ce qu'on appelle le profil moyen. Donc, lorsque vous voulez intégrer un système, il faut juste comprendre ou connaître les caractéristiques du profil moyen. Et le profil moyen dans les institutions de Bretton Woods, c'est généralement des gens qui ont fait soit un doctorat ou soit des masters de 3e cycle dans des universités plus ou moins prestigieuses. Charles Kwame est aux États-Unis depuis plus d'une quinzaine d'années. Après l'université de Cocody, il entre à l'université de Georgetown, puis celle de Stanford. Il fait ses premières armes dans les finances internationales au FMI pendant 8 ans. Charles a rejoint la Banque mondiale en 2016, une somme d'expérience qu'il voudrait partager avec d'autres Ivoiriens. On essaie de se mettre ensemble tous. Lorsque nous savons qu'il y a quelqu'un, un jeune frère ivoirien ou une jeune sœur qui essaie d'entrer à la Banque mondiale ou au FMI, on essaie d'activer tout ce qu'on peut activer pour permettre à cette personne d'avoir toutes les informations possibles pour pouvoir se préparer aux examens, aux tests et tout ça avant d'entrer.
Ceux qui sont économistes essaient de préparer les étudiants, essaient de voir comment est-ce qu'ils peuvent les aider à pouvoir répondre aux questions. Parce qu'il y a des questions, lorsque vous n'êtes pas habitué, c'est vraiment difficile d'y répondre. Donc, ils essaient de les préparer. Et surtout que notre langue première, ce n'est pas l'anglais. Donc, il y a des tournures qui sont assez difficiles. Mais les gens essaient de les préparer. Au niveau des mathématiciens, des statisticiens, c'est un peu plus votre renommée, un peu qui joue pour vous. Quand je dis renommée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a, au niveau des statisticiens, quelqu'un qui a l'NCA a une bonne renommée parce que les gens de l'NCA sont rentrés ici à la banque, ils ont une bonne réputation. L'INPHB a aussi une bonne réputation. L'une des clés pour entrer dans les institutions financières de Bretton Woods, c'est la course à l'information. La Banque mondiale a des programmes qui consistent à recruter des Africains pour venir faire un programme de stage ou de fellowship pendant 1 an ou 6 mois à l'intérieur de ces institutions-là. Il faut être régulièrement à l'affût de l'information. Et dans un contexte aujourd'hui où les nouvelles technologies se sont rapidement développées, l'information est quasiment gratuite. Il suffit de se rendre sur les sites internet appropriés pour avoir ces informations. Pour Lydie Touré, consultante au FMI, il ne faut pas baisser les bras, même si les premières tentatives d'insertion sont infructueuses. Je me disais que c'était vraiment difficile d'y accéder, vu que j'avais essayé d'appliquer plusieurs fois, et même à d'autres grandes institutions internationales, j'avais essayé d'appliquer et je n'avais pas vraiment eu accès, ce n'était pas accessible. Donc, par moments, je sentais un peu le découragement, mais je me disais que non, c'est où je veux aller, c'est où je veux travailler. Et donc, je vais juste persévérer, je vais continuer à essayer, ne pas me décourager. Nama Ouattara a également réussi à intégrer les institutions de Bretton Woods pendant quelques années. Aujourd'hui, elle est enseignante au département économie à l'université George Washington. L'expérience que j'ai eue au sein du FMI et de la Banque mondiale me permet d'apporter des éléments beaucoup plus concrets aux étudiants dans la mesure où j'enseigne l'économie du développement. Donc il est important qu'à la théorie, je puisse associer aussi la pratique. Dans la salle, une autre Ivoirienne qui envisage marcher sur les pas de ses aînés. Je me dis que si je veux vraiment pouvoir impacter de manière durable ma communauté, ce serait bien de pouvoir travailler avec ces organisations qui ont un poids énorme en Afrique. La leçon principale que je retiens, c'est que par notre abnégation au travail, nous pouvons ouvrir toutes les portes. Partir de rien et ouvrir toutes les portes avec un rêve et une stratégie de travail, une recette qui pourrait inspirer plus d'un et susciter des vocations au sein des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et la recette pourrait bien inspirer. Michel Digré signait ce dossier. Notez qu'au total, 94 Ivoiriens sont dans les institutions de Bretton Woods, à savoir 85 Ivoiriens travaillant à la Banque mondiale et 9 au Fonds monétaire international. Ici en Côte d'Ivoire, les députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale ont adopté hier un nouveau projet de loi relatif au bail à usage d'habitation. Désormais, les locataires doivent débourser le montant de 4 mois de loyer pour la location d'une maison, soit 2 mois d'avance, 2 mois de caution. Le projet a été présenté par le ministre Claude Isaac-Dé et notez que la violation de cette loi constitue une infraction fiscale. Konaté Moussa. 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Les propriétaires de maisons ne devront pas exiger le paiement de plus de 4 mois de loyer aux locataires. Un nouveau projet de loi vient d'être adopté à l'unanimité par les députés. Il vise à freiner l'augmentation du coût de location de maisons. C'est un projet de loi qui vient ici donner un double soulagement aux Ivoiriens. L'anarchie qui se trouve donc dans les loyers, dans les cautions, c'est ce que les Ivoiriens attendaient. Il s'agit de réguler les rapports entre le bailleur et le locataire. Ces choses faites, nous sommes satisfaits parce que le point le plus important, c'est la limitation de la caution. Nous espérons, en tant que députés, que cette loi, quand elle sera adoptée en plénière,
l'État va se donner les moyens pour son application. Parce que ça aussi, c'est un autre challenge. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, venu présenter ce nouveau projet de loi à l'Assemblée nationale, explique l'intérêt de cette nouvelle disposition. La législation sur le bail à usage d'habitation n'est plus adaptée au contexte actuel du secteur du logement locatif en Côte d'Ivoire. Il est donc devenu indispensable d'élaborer une législation nouvelle, moderne et adaptée à l'évolution des pratiques dans l'intérêt à la fois des locataires et des bailleurs. Le présent projet de loi régit la location des immeubles ou locaux à usage d'habitation par les personnes physiques ou morales. Il ne s'applique pas aux immeubles ou locaux affectés à un usage commercial, administratif, industriel ou agricole. Ne sont pas également concernés les chambres d'hôtel, les structures d'hébergement, les centres pour personnes âgées et handicapées. La violation de cette disposition constitue une infraction fiscale telle que prévue par le livre de procédure fiscale. Les propriétaires des maisons louées avant la publication du présent projet de loi ont un délai de 6 mois pour se conformer à ces nouvelles dispositions. Le médiateur de la République Adama Toungara a visité ce matin le Sénat, le Conseil constitutionnel et la Cour des comptes. L'objectif de cette tournée pour Adama Toungara, qui a prêté serment jeudi dernier, est de s'assurer de bonnes relations entre la médiature et les différentes institutions du pays. Quelques jours après sa prestation de serment, le 24 mai dernier, le médiateur de la République veut s'assurer des relations entre la médiature et les autres institutions de l'État. Pour cela, Adama Toungara a effectué ce mardi une visite à ses homologues du Sénat, du Conseil constitutionnel et de la Cour des comptes. Les relations seront des relations excellentes et fluides pour pouvoir nous aider dans notre travail de médiation. Prochaine étape de cette tournée du médiateur, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social et la Cour suprême. La Côte d'Ivoire, notre pays, active sa politique nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Près de 170 000 hectares devraient être reboisés par an sur les 10 années à venir. Une rencontre internationale est donc prévue pour mobiliser les investisseurs privés sur la cause de la préservation de la forêt. Le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, situe les enjeux de cette nouvelle politique. C'est un reportage de Lansina Ouattara et Ouattara Madou Walter. Parvenir à restaurer d'ici 2030 le couvert forestier ivoirien à hauteur de 20% avec la pratique d'une agriculture zéro déforestation dans un partenariat public-privé. C'est l'objectif de cette politique adoptée il y a moins d'une semaine en Conseil des ministres. Il est évident que les budgets du fonctionnement du ministère des Eaux et Forêts ne permettront pas à eux seuls de mettre en œuvre cette politique. C'est bien pour cela que cette politique va s'appuyer sur le partenariat avec le secteur privé, un partenariat gagnant-gagnant qui nous permettra donc par le biais de conventions donc de financer notre boisement, mais aussi de financer la préservation de nos forêts. Plus de 60 milliards de francs CFA seront consacrés chaque année à la mise en place de cette politique en matière de sauvegarde des forêts, objet d'agressions de toutes sortes. Alors, le pillage clandestin est en train de détruire nos forêts à une vitesse grand V. Non seulement les forêts à l'intérieur de forêts classées, mais aussi dans le domaine rural. Le sillage à façon, c'est un sillage clandestin, donc illégal, est un fait qui aujourd'hui est en train de détruire considérablement la forêt. Pour cette année 2018, ce sont déjà 4 milliards de francs CFA qui seront dégagés pour renforcer les capacités des agents des eaux et forêts. Ce financement donc, a été mis à la disposition du ministère des Eaux et Forêts pour permettre à son administration, qui se trouve le plus proche donc, de nos forêts, d'être dotée de moyens de mobilité, surtout, parce que c'est ceci qui fait défaut pour une présence sur tout le territoire national et aussi la mise en place très prochaine d'une brigade. Nous aurons l'appui du ministère de la Défense à travers les forces spéciales qui vont donc appuyer la mise en place de cette brigade. Avec cette nouvelle politique, l'État entend disposer d'un nouvel outil de gestion des activités forestières.
La Côte d'Ivoire se prépare également à accueillir du 27 au 29 novembre prochain la 4e édition du Salon international de la géomatique. Le Comité national de télédétection et d'information géographique a organisé une rencontre aujourd'hui pour situer les enjeux. Plus de 300 experts nationaux et internationaux sont annoncés. Les réflexions vont porter sur les outils de résilience face au changement climatique. Explication détaillée avec Grace Kandou. Déforestation, dégradation des terres, amenuisement des ressources en eau sont entre autres effets néfastes des changements climatiques. La problématique est au cœur du Salon international de la géomatique qui se tiendra du 27 au 29 novembre prochain à Abidjan. Cette rencontre, la 4e du genre, va réunir plus de 300 experts nationaux et internationaux. Elle sera l'occasion de valoriser les technologies adaptées aux réalités en matière de lutte contre les changements climatiques. Nous sommes déterminés à travers ce salon à trouver des solutions. Il faut trouver des méthodes pour s'accommoder à notre économie, à notre vie, et ainsi de suite. Beaucoup d'outils sont aujourd'hui disponibles et nous pensons aux technologies des drones, l'utilisation, prédiction de l'inondation, ce qui est déjà possible avec les images satellitales, et comment les utiliser de manière efficace à travers les collectivités, à travers les ministères, et ainsi de suite. Ce thème vient à point nommé pour nous aider à partager les connaissances sur les outils. Pour intégrer l'adaptation, nous avons besoin d'une planification. Pour une planification, nous avons besoin d'outils de visibilité. L'intégration des nouvelles technologies dans la lutte contre les changements climatiques est saluée par les autorités. La Côte d'Ivoire, avec cette évolution technologique, arrivera sans doute à être un hub pour l'Afrique. Le Premier ministre souhaite que le CNTG soit aujourd'hui une référence en Afrique pour que les autres pays africains puissent s'appuyer sur la Côte d'Ivoire pour l'évolution au niveau géomatique dans les différents pays. Urbanisation des villes, gestion des inondations, pénurie en eau potable, autant de sujets qui seront abordés au cours de ce 4e Salon international de la géomatique. Au chapitre religion de cette édition, les fidèles musulmans poursuivent le jeûne du Ramadan. Le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, Albert Mabry Touakeus, a convié le corps diplomatique, les membres du gouvernement et des fidèles musulmans à une rupture collective du jeûne. Un moment de partage, de convivialité, nous explique Olivier Iriebi et Moussa Konati. Ambassadeurs, membres du gouvernement, personnalités politiques, organisations islamiques, ensemble pour la rupture du jeûne, à l'invitation du président de l'Union pour la démocratie et la paix, UDPCI. Pour Albert Mabry Touakeus, cette rupture collective s'inscrit dans un esprit de solidarité et de partage en ce mois béni de Ramadan. Elle vise à renforcer les liens d'amitié et de fraternité. C'est une bénédiction pour nous d'avoir le mois de Ramadan. Il faut en profiter pour prier, pour nous faire pardonner nos fautes, pour prendre de nouvelles orientations, pour nous engager un peu plus pour notre communauté, en ce qui nous concerne la communauté nationale, mais aussi la communauté musulmane. Et je pense que tout cela va contribuer à construire une Côte d'Ivoire de paix, de réconciliation et de rassemblement. Le corps diplomatique est une spécificité, donc nous nous sommes dit pourquoi ne pas donc répondre à l'appel du Ramadan en invitant ses frères et ses sœurs qui viennent ici pour entretenir la coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Au nom des invités, l'ambassadeur de la République du Niger en Côte d'Ivoire a salué l'initiative. Notre présence sous le toit renforce cette confraternité. Et je voudrais, à cette occasion, prier le bon Dieu que la coopération entre nos pays respectifs se renforce et que nos liens de fraternité, encore une fois de plus, vraiment continuent de s'améliorer pour le bonheur de l'ensemble de nos populations. Cette rupture collective du jeûne est à sa 4e édition. Occasion également de faire des prières et des bénédictions pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Et hors de la Côte d'Ivoire, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était ce mardi à Bamako pour célébrer la journée internationale des casques bleus aux côtés de la mission de l'ONU au Mali. Une visite à 2 mois de l'élection présidentielle malienne. Laurent Sacho, Alexis Rouedraogo. Accueilli à l'aéroport par le président Ibrahim Boubacar Keïta, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est rendu à la base de la MINUSMA pour une cérémonie d'hommage aux 21 casques bleus tombés en 2017.
Déployée en 2013, la MINUSMA, qui compte environ 12 500 militaires et policiers, a perdu plus de 160 casques bleus, dont 104 dans des actes hostiles, soit un peu plus de la moitié des soldats de l'ONU tués sur cette période dans le monde. La paix au Mali est un facteur de sécurité à l'échelle globale. Et il faut que le monde le comprenne et il faut que le monde vous appuie sans condition. Vous travaillez dans un cadre où la paix n'est pas assurée. Vous travaillez dans un cadre où il y a des groupes terroristes qui ne respectent rien et personne. Vous travaillez dans un cadre où il y a des trafics de drogue, d'êtres humains, d'armes. Je tiens aussi à vous dire que nous travaillons pour garantir une effective solidarité internationale à la force du G5 Sahel. Je rends hommage aux 5 pays du Sahel qui ont su assumer eux-mêmes le leadership face aux défis énormes auxquels ils font face. Le nord du Mali est tombé en mars-avril 2012 sous la coupe du groupe djihadiste lié à Al-Qaïda, en grande partie dispersé par une intervention militaire lancée en janvier 2013 par la France. Mais des zones entières échappent au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, régulièrement visées par des attaques meurtrières, en dépit de la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes. Le journaliste dissident russe Arkady Batchenko est bel et bien vivant. Il n'est pas mort comme il a été annoncé hier soir en Ukraine. Il est en réalité vivant et est apparu à Kiev lors d'une conférence de presse sur sa prétendue mort organisée par les services de sécurité ukrainiens. Kiev explique avoir mis en scène son meurtre pour déjouer un assassinat. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Très belle soirée sur RTI.